Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des archives du FBI, donc le livre sur l'affaire Seznec, et je vais vous donner des informations sur la réalité de ces archives, puisque tout ce qu'il y a dans le livre est basé donc sur des archives américaines qui n'ont jamais été exploitées à ce jour. Donc la première fois où quelqu'un les a exploitées, c'est moi en allant aux États-Unis et aussi en ayant la chance de pouvoir récupérer des archives par d'autres biais. Donc on va commencer par d'abord vous expliquer ce qu'il y a dans le livre. Donc en fait le livre est une recherche, une étude pour retrouver le fameux américain qui s'appelle Charlie, enfin qu'on a appelé Charlie, Sherdy, enfin comme on veut, c'est pas grave. Cet américain donc a été considéré par la justice comme une invention de Guillaume Seznec. Et en fait, cet américain a bien existé et il est venu à Paris. Il a effectivement monté une affaire de Cadillac. Et c'est donc cette affaire qui apparaît dans les archives du FBI. Donc, cette affaire apparaît aussi dans d'autres archives, hein. Il n'y a pas uniquement les archives du FBI, mais bon, le titre archives du FBI, ça sonnait mieux que les archives Tartampion, donc voilà, d'où le titre. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres documents qui rentrent en ligne de compte et dans le travail de recherche. Donc, ça étant dit, voilà donc Léon Turoux. Donc Léon Turoux est un personnage assez complexe, donc qui part à Moscou en 1921 pour travailler pour alors c'était pas tout à fait une administration, on appellerait ça aujourd'hui une organisation non gouvernementale qui s'appelle l'ARA, l'American Relief Administration, qui est en charge de lutter contre la grande famine qui se passe dans la Russie des soviets, donc en 1921. Donc comme vous le savez peut-être, le pays sort d'une guerre civile, d'une révolution, et beaucoup de gens meurent de faim, notamment dans le sud de la Russie, sur la Volga. Donc ce sont des famines, des actes de cannibalisme, et les enfants meurent par millions. C'est une horreur. Et les Américains décident donc d'envoyer de la nourriture essentiellement aux enfants et puis bien sûr aux adultes. Donc cet organisme est en fait financé par le Congrès américain qui veut des budgets, donc des budgets très importants, puis aussi par des fonds privés. Donc aujourd'hui on appelle ça une ONG, mais qui est quand même financée par des fonds publics. Euh, donc Léon Turoux est est un Américain d'origine russo-polonaise, puisqu'en fait la frontière entre la Russie et la Pologne a varié au fil des conflits, notamment la Première Guerre mondiale et la Deuxième aussi d'ailleurs. Donc la frontière a varié, donc il est né en fait ce qui est en Pologne ou en Biélorussie. Donc il parle russe et polonais. Apparemment, son père est d'origine française. Enfin, on n'a pas retrouvé de traces. Donc, il parle français. Puis, il a été naturalisé américain. Donc, il parle anglais, bien sûr. Et puis, il parle d'autres langues. Donc, c'est un polyglotte. Et il est engagé pour travailler auprès de l'ARA à Moscou. Donc, il part là-bas vers septembre 1921. Et puis, il va rester plusieurs années.
et il va servir de traducteur au responsable de l'ARA, qui est le colonel Haskell. Et donc il va à cette occasion côtoyer tous les dignitaires de la Russie soviétique. Donc il rencontre Lénine, Kamenev, il rencontre Dzerzhinsky, il rencontre pas mal de gens. Donc il n'est que traducteur, mais il est en contact avec beaucoup d'autorités russes. Et sachant que la plupart des Américains ne parlent pas russe, donc ben, lui elle a l'opportunité d'avoir développé des contacts avec tous ces gens-là. Donc Léon Turow deviendra par la suite agent du FBI. Donc il va rentrer au FBI en 1929. Alors il va rentrer après l'élection de Herbert Hoover comme président des États-Unis. Donc Edgar Hoover, le directeur du FBI, pour faire plaisir au président des États-Unis, va embaucher Léon Turow, puisque Léon Turow était recommandé par le président des États-Unis, bon, qui à l'époque était responsable de l'ARA. Donc voilà. Léon Turow a écrit plusieurs livres. Donc il a fait parler de lui dans les années 38. Et il a écrit un livre donc, qui s'appelle en français Espion nazi aux États-Unis. Donc qui est sorti vers 1939, donc peu de temps avant la guerre. Et en tant qu'agent du FBI, il a été en charge de surveiller et d'attraper donc un réseau d'espions nazis qui avaient volé des plans de bateaux de guerre et choses comme ça. Et puis Turow est rentré en conflit avec Edgar Hoover et il a été viré. Et s'en est suivi un certain nombre de choses, une escalade dans le conflit qui a été mise sur la place publique avec un procès. Et ce procès était retentissant aux États-Unis. Donc Léon Turow a écrit un livre à cette époque, donc qui est Espion nazi. Ensuite, il écrira un autre livre, J'étais un G-man, ou G-man. G-man, c'est pour un homme du gouvernement, donc c'est comment on appelle les agents du FBI. Et puis, il écrira aussi un roman qui s'appelle Bonheur en sursis, qui n'est sorti qu'en France, dans une traduction de l'anglais, mais puisque le livre a dû être écrit par Léon Turow en anglais, et il a été traduit, il n'est jamais sorti aux États-Unis. Et dans ce livre, qui est assez intéressant, on retrouve des éléments de son histoire personnelle. On peut voir entre les lignes. Donc, ces trois livres ont servi déjà de documents pour cerner un petit peu le personnage. Mais il faut bien comprendre que Turow est un personnage mystérieux. Hein, il se cache, il ne dit pas toute la vérité sur son passé. Et il est un petit peu compliqué à cerner. Donc voilà. Ensuite, dans les archives du FBI qui ont servi à l'écriture du livre, tout a démarré en fait par un livre qui a été sorti en 2002. Enfin, il a été écrit, c'est un gros travail de recherche. Il a été écrit par Bertrand Patenaude. Donc Bertrand Patenaude est un historien, chercheur et professeur à Stanford en Californie. Alors, Stanford, c'est une des plus prestigieuses universités américaines. Ça correspond un petit peu en France à Polytechnique ou ce genre d'école. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup qui est spécialisé sur la Russie soviétique, donc dans les années 20.
Il a écrit un livre en 2002, donc qui s'appelle The Big Show in Bololand. Voilà, donc ce livre est disponible sur Amazon. Là, j'ai fait une copie d'écran Amazon. Alors, Big Show, ça veut dire, Big Show, c'était le terme qui était désigné par les soldats américains pour désigner la Première Guerre mondiale. C'était le Big Show. Voilà. Et Bololand est un terme un petit peu familier pour désigner le pays des soviets, des Russes. Euh, voilà. Donc, il a appelé son livre The Big Show in Bololand. Et il retrace toute l'aventure de l'ARA, l'American Relief Administration, à partir de 1921 jusqu'à 1923, puisque l'ARA quitte la Russie soviétique en 1923. Donc il faut comprendre qu'à cette époque, il n'y a pas de représentation diplomatique en Russie soviétique. Les États-Unis n'ont pas reconnu ce pays, comme la France d'ailleurs, qui refuse de reconnaître la Russie soviétique. Donc il écrit un livre qui est très très documenté. Donc ce livre fait plus de 800 pages, écrit tout petit, avec pas beaucoup de photos, 817 pages. Et il explique en détail donc tout ce qui s'est passé en 21-23. Ça va au-delà de l'arabe, puisqu'en fait il parle aussi beaucoup d'autres choses, comme la façon dont les Américains voient la Russie à cette époque. Donc c'est assez intéressant en fait pour bien comprendre ce qui s'est passé. Donc ce livre, moi, m'avait interpellé puisque quand j'avais travaillé un petit peu sur cette histoire de Seznec de Cadillac, Bertrand Patenaude explique qu'il y a des Cadillacs qui ont été envoyés à Moscou dans le cadre de l'ARA. Donc ça m'avait un peu interpellé à l'époque et j'avais écrit avec Albert Becker en 2011 un livre où on avait déjà regardé un petit peu ce qui s'était passé, mais on n'avait pas vraiment creusé à l'époque cette histoire de Cadillac qui était à Moscou. Mais c'était assez bizarre quand même d'avoir un certain nombre de Cadillacs envoyés à Moscou, à quoi ils servaient, etc. Puisqu'on parlait donc ce trafic de Cadillac, mais à l'époque, on n'avait pas trouvé, on avait bien trouvé la trace de quelques Cadillacs, mais enfin pas d'un vaste trafic qui aurait impliqué les plus grandes autorités de l'État français, de Bonny et toutes ces histoires. Donc voilà. Et puis en reprenant le livre, donc vers 2018, là je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des choses bizarres. Et Bertrand Patenaude parle donc d'un Turou, Léon Turou, donc qui est un type un peu douteux quand même, et il lui arrive pas mal d'aventures. Et notamment, il se fait avoir sur des petites escroqueries, etc. Et il est pris dans une affaire de diamants, enfin, il y a pas mal de choses. Et tout ça, c'est détaillé donc, dans le livre, et donc c'est ce qui m'a interpellé à l'époque. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, ce gars-là est au courant de tout ce qui se passe en Russie, il est en contact avec les services secrets soviétiques, il parle anglais, et il est dans une histoire de Cadillac. Donc je me suis dit, tiens, par rapport à l'affaire Seznec, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc voilà. Donc ça, c'était le livre qui a été un peu le déclencheur donc de travaux et qui ont conduit à des développements par la suite. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième grosse source d'information, c'est le fonds Hoover. Donc Hoover, c'est le nom du président des États-Unis, donc qui est élu en 1928, et il va être le président pendant la grande récession
donc 1929. Donc le pauvre vieux, c'est tombé sur lui. Donc sa présidence a été assez difficile puisqu'il a fallu sortir le pays de cette crise. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a mis en place pour donner du travail aux chômeurs. Il y a eu des grands travaux, comme par exemple la construction d'un barrage qui s'appelle Hoover Dam, que j'ai visité. Donc c'est un barrage qui se trouve pas loin de Las Vegas, dans le désert, qui est une grosse retenue d'eau, et qui a demandé des années de travail, et qui a permis surtout de donner du travail aux chômeurs, aux millions de chômeurs qui se sont développés aux États-Unis. Donc sur la photo, on voit le local ou le bâtiment où sont conservées les archives. Il s'avère que les archives du fonds Hoover, qui concernent l'ARA, l'American Relief Administration, sont gérées par l'université de Stanford où donc est professeur-chercheur Bertrand Patenaude, ce qui explique qu'il a eu accès à toutes les informations, et il a écrit son livre par rapport donc à toutes les archives qu'il a pu creuser et qui sont conservées à Stanford. Donc voilà, donc là il y a une photo du campus. Dans les archives du fonds Hoover, j'ai trouvé des choses assez intéressantes puisque Bertrand Patenaude, je l'ai contacté, je lui ai expliqué l'objet de mes recherches, et il a été un peu surpris qu'on fasse des recherches sur que l'affaire Seznec puisse être impliquée son livre, mais bon, en fait il a vite compris, et il connaissait bien Turou, donc il a été assez intéressé, en fait, ça l'a un peu amusé, et il m'a aidé, communiqué donc des informations, et donc j'ai pu avancer grâce à lui, et puis j'ai eu la communication de certains fonds d'archives, donc par l'université. Donc j'ai eu pas mal de documents, j'ai à peu près récupéré une centaine de documents qui m'intéressent et qui concernent donc la façon, la gestion des véhicules de l'ARA. Donc voilà. Et alors, j'ai pas mal de documents, mais là j'ai par exemple un document qui est un télégramme. Donc ce télégramme que vous voyez sur votre écran est envoyé donc de Samara, donc en Russie soviétique, le 19 mai 1923, et il est expédié à Moscou le 20 mai 1923. Mai 1923. On sait que l'affaire Seznec démarre le 21 mai 1923 par un coup de téléphone, donc c'est le lundi de Pentecôte, un coup de téléphone de Guillaume Seznec qui appelle Pierre Quémeneur le soir, et le lendemain ils ont rendez-vous avec leur banquier pour faire un prêt et donc partir à Paris pour cette affaire de Cadillac. Donc dans ce télégramme, donc, qui date du 20 mai 1923, il est indiqué qu'un membre le chef du transport, donc de Samara, qui est un russe, a acheté pour le compte du gouvernement russe ou une administration, a acheté un véhicule Cadillac, qui est une Cadillac Torpedo, exactement comme celle de Guillaume Seznec, et il a payé 2500 $. Donc le gouvernement de Samara, enfin le gouvernement russe, a payé 2500 $ une Cadillac. Alors, pourquoi c'est important ce télégramme? Ce 2500 $, ça correspond en francs français de cette époque-là, ça correspond à 42 500 francs, donc de 1923, 42 500. Et on sait que les Cadillac
cette affaire de Cadillac, telle qu'elle était décrite par Guillaume Seznec, concernait la vente vers la Russie donc de ces Cadillacs qui étaient achetés 30 000 francs. Et on avait dit, tous les gens qui ont travaillé sur l'affaire Seznec ont dit mais c'est pas possible, acheter des vieilles Cadillacs 30 000 francs pour aller les vendre aux Russes, ça coûte beaucoup trop cher, ça n'est pas possible. Les Cadillacs Val en France, on les trouvait aux alentours des 12 500 francs à peu près, 15 000 francs, un petit peu plus cher si elles étaient vendues par des particuliers ou des professionnels, révisées, remises en état. Donc là, on se disait 30 000 francs, ça n'est pas possible. Et on s'aperçoit donc dans ce télégramme que les Russes, ils étaient prêts à payer non seulement 30 000, mais 42 000. Ils ont payé 42 500 pour une Cadillac. Donc ce télégramme est une preuve que effectivement il y avait bien un marché, que les Russes étaient bien intéressés pour acheter des Cadillacs. Donc voilà, donc c'est des découvertes que j'ai faites dans les archives. J'ai aussi fait donc d'autres découvertes qui montrent que Léon Turou, donc qui est l'homme qui met en place cette affaire de Cadillac, donc est pas très bien considéré par ses chefs de l'ARA. Et j'ai trouvé des lettres. Enfin, ça, c'est ce que vous voyez sur votre écran. C'est un courrier qui est daté du 4 avril 1923, qui est envoyé par le responsable de l'ARA au responsable de l'ARA à Moscou. Donc la personne est à New York. Dans ce courrier, donc, justement, on revient sur cette histoire de diamants, et donc le responsable de l'ARA considère que Turou, c'est un peu un escroc quand même. Donc, il n'est pas très clair. Voilà, donc ça, c'est des documents aussi qui ont permis d'affiner un petit peu la façon dont on voyait Turou. Donc ça, c'est des documents qui viennent du fonds Hoover. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Donc ça c'est les livres écrits par Turou. Donc à cette époque-là, il est rentré au FBI, donc il s'est assagi bien sûr. Il est rentré, comme je l'ai dit, il est rentré en 1929 comme agent du FBI. Donc après, il occupe des fonctions respectables. Et par la suite, il deviendra quelqu'un de sûrement de très honnête, mais enfin, dans les années 20, c'est plutôt quand même un petit escroc, quoi. Donc il écrit un livre sur les espions nazis aux États-Unis. Ce livre va aussi devenir un film. Hollywood va réaliser un film à partir du livre. Ce film sortira en France juste avant la guerre, quelques mois avant la Seconde Guerre mondiale. Turou ira en déplacement pour présenter ce livre, et aussi donc le film. Et on trouve aujourd'hui dans les archives donc des articles des journaux français qui parlent de la visite de Turou. Donc voilà. Donc ce livre, il écrit ensuite, il écrira deux autres livres, comme j'ai parlé tout à l'heure. Donc j'étais un G-man ou G-man. Donc G, c'est pour gouvernement, un homme du gouvernement. Donc ce livre que vous voyez ici, c'est la version française qui est sortie en 1949. Et puis à côté, vous voyez Bonheur en sursis, donc ça c'est le roman où on trouve des choses assez étranges sur sa vie. Donc c'est un roman qui se passe à Paris, c'est plus ou moins policier, mais on voit des choses assez étranges quand même, et qui révèlent certains coins obscurs de sa biographie. Donc ça a été utile aussi pour essayer de comprendre le personnage. Ensuite, donc, nous avons Rodri Jeffrey Jones. Donc c'est un enseignant qui est historien, chercheur à l'université d'Édimbourg en Écosse. Donc il n'est pas très loin de chez nous.
Rodri a écrit un livre qui vient juste de sortir là, enfin il est même pas encore sorti, il va sortir en fait en juillet de cette année. Alors j'ai trouvé la page sur Amazon, sur son livre qui s'appelle Rings of Spies. Ça veut dire les comment les rings, c'est les espions, un nid d'espions, voilà. Et comment le MI5, donc les services secrets anglais du Royaume-Uni et de FBI ont attrapé les espions nazis en Amérique. Donc en fait, il fait référence au livre donc de Turow et il parle pas mal de Turow. Voilà. Je n'ai pas lu ce livre, je suis en contact avec Rodri, on a pas mal échangé, et c'est donc lui qui m'a transmis les archives du FBI. Alors, d'où viennent ces archives? Les archives du FBI ont été demandées, je pense, j'ai pas la certitude, mais je pense qu'elles ont été demandées par la famille de Léon Turow. Donc Léon Turow a toujours des descendants qui vivent aux États-Unis. Léon Turow a eu 2 enfants, un qui est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale, il était aviateur et son avion s'est écrasé en Italie, donc il est décédé. Et il avait un autre fils, donc qui était militaire, qui est venu en France après la guerre, pendant la guerre, après la guerre, et qui a eu plusieurs enfants. Donc ce sont ses descendants qui ont demandé au FBI d'avoir accès à son dossier. Et effectivement, le dossier a été déclassifié, donc le FBI a fourni à la famille ce dossier. Alors, il n'est pas librement accessible directement par le FBI. Enfin, je pense pas. Hein. Si on va frapper au FBI, je pense pas qu'il donne ce genre de dossier. Ce dossier n'est pas disponible non plus sur Internet, enfin, sauf depuis quelque temps. Sauf depuis que j'ai écrit ce bouquin, mais il n'a pas été mis sur Internet par moi. Donc, Rodri, quand il a écrit son livre, il a effectivement pris contact avec la famille et donc il a bénéficié de ces documents dans le cadre de son ouvrage. Et donc, quand je l'ai contacté, donc je lui ai parlé aussi de ce que je faisais sur l'affaire Seznec et donc il m'a bien gentiment transmis des documents. Et parmi ces documents, j'ai trouvé ce qui pourrait faire l'effet d'une vraie bombe. Donc c'est des documents du FBI. Et donc je vais aller les chercher. Il faut que je fasse une pause quand même pour que je retrouve le document.